Ça c'est une citation que je trouve particulièrement intéressante parce qu'on retrouve vraiment l'un des thèmes les plus récurrents dans le rap et dans le rap français en particulier, savoir cette question de comment penser la force des frontières sociales, l'imperméabilité des frontières sociales, cette tension qui peut exister entre le désir de réussir, de s'émanciper et puis les forces de rappel au quartier. C'est un thème qu'on retrouve aussi bien dans le Akhenaton qui nous dit pourquoi on n'est pas né sous la même étoile, Youssoupha qui nous dit que dès le départ on n'a pas la même vie, ou encore dans le très polémique titre de Tandem, ma banlieue nord veut des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Voilà, donc ça c'est cette idée que on veut s'en sortir, on veut réussir, et on est ramené à la difficulté de nos conditions de vie sans arrêt. Donc on a en fait là des rappeurs qui investissent de manière extrêmement lucide, quasiment une posture de sociologue, qui nous font une sociologie des mécanismes de la reproduction sociale, qui nous dressent un portrait sans concession des forces de rappel au quartier. Et on a donc voilà, en gros, une sociologie de la reproduction sociale qui nous dit qu'il n'existe pas d'ascenseur social. Ou que s'il existait un ascenseur social, il faudrait reprendre un peu l'image de Jamel Debbouze qui nous dit l'ascenseur social est resté bloqué au sous-sol et ça pue la pisse. Et c'est cette réalité-là qui infuse tous ces titres. Ce qui est intéressant avec pourquoi ce serait pas nous gros, pourquoi ce serait pas nous, c'est qu'il y a deux façons de lire cette punchline. Il y a une première façon qui est en gros de nous dire bah ouais, peut-être que ça pourrait être nous, donc qui laisse ouverte une possibilité vers un ailleurs meilleur, un avenir un peu plus sympathique et réjouissant. Il y a une deuxième lecture possible, une deuxième lecture qui consiste à nous dire en fait c'est pas nous quoi, c'est juste un constat de ce qu'est la réalité, de l'amère réalité qui nous exclut et dans lequel on n'a pas de place. C'est vraiment cette interprétation-là qu'on retrouve d'ailleurs quand on écoute moi la Squale avec cette rage d'épite en fait, qui nous dit pourquoi c'est pas nous quoi. Et on sent une colère qui sourd de ses paroles. Il prend acte du fait que c'est pas nous. Ce qu'on voit avec cette citation, c'est toute la force du rap à nous rappeler la force des frontières sociales, leur immuabilité, le fait qu'elles sont là, destinées à rester. Et du coup, en les disant, ces frontières, le rap les fait exister, les incarne, et en les décrivant et en les martelant même, parce qu'en fait elles sont récurrentes, elles reviennent dans de nombreux titres en permanence, ce martèlement nous rappelle leur profonde illégitimité, leur absurdité, le fait qu'elles sont purement artificielles, arbitraires et par là même profondément injustes. La méritocratie, c'est avant tout un discours, c'est dire que voilà, quand on veut, on peut, que si on fait des efforts, on va finir par y arriver, ça va finir par payer. Le problème, c'est que, d'une part, non seulement cette assertion est discutable, on a tout un tas de travaux qui nous montrent bien que les chances de réussite des uns et des autres sont quand même extrêmement liées à leur position sociale à la naissance. On n'a pas tous les mêmes ressources, on n'est pas tous nés sous la même étoile. Il ne faut pas oublier que quand on parle de méritocratie, dans une méritocratie, il y a des gagnants et il y a des perdants. La méritocratie, c'est pas forcément non plus la solution. Comme le disait un sociologue, le fait que le fils de balayeur pourrait devenir ministre et le fils de ministre pourrait devenir balayeur, ça pourrait bien au final ne rien changer à la relation de domination qui oppose le fils de balayeur et le fils de ministre, ou le ministre et le balayeur. Et donc c'est ça la méritocratie, c'est la caution d'un jeu dans lequel il y a des gagnants, il y a des perdants. J'aime bien cette citation de Booba parce qu'elle nous permet de prendre un peu de distance avec cette théorie qu'on prend un peu trop souvent pour argent comptant sans la discuter, selon laquelle le rap, ça serait le reflet de la banlieue, ce serait le reflet de la réalité sociale. Avec cette idée que dans le rap, on trouverait une sociologie des banlieues juste. Alors c'est vrai que c'est un peu tentant, hein. Moi-même, quand j'écoute, je sais pas, Demain c'est loin d'IAM, j'apprends plus de choses sociologiquement que quand je lis beaucoup d'articles de mes collègues. C'est hyper puissant, c'est hyper juste, donc la puissance de l'effet de réel est telle qu'on se laisse emporter. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'un morceau de rap, c'est pas non plus une enquête de sociologie,
et c'est dans une certaine mesure une mythification du réel, un regard sur le réel, un regard porté sur le réel, et en ça que c'est intéressant, un regard porté sur les banlieues. Et donc là, quand Booba nous parle de sa Lamborghini qui a pris quelques dodanes, qui fait ni la queue au Ritz ni au McDonald's, bon, on voit bien qu'il ne s'agit pas de décrire le monde tel qu'il est, quoi. Là, on est vraiment dans le fantasme de ce que pourrait être le réel. Mais c'est en ça que c'est intéressant, parce que il nous donne à voir en fait l'espoir d'une mobilité sociale qui du coup associe le bling de la Lamborghini avec le caractère populaire du Dodan, qui permet d'être le premier au McDonald's et le premier au Ritz. Il nous donne à voir un monde dans lequel une mobilité sociale serait possible, où on peut réunir des univers qui d'habitude sont cloisonnés et qui ne communiquent pas l'un avec l'autre. Donc en fait, ce qui nous donne à voir, c'est une sorte de monde dans lequel on pourrait, par la mobilité, dépasser en fait cette idée que la mobilité nous condamne forcément à être ni ici ni là, ni dans un monde ni dans un autre, d'être perdu dans un entre-deux, ce qui est un peu une sorte de vulgate sociologique de ce que serait l'expérience de la mobilité sociale. Là, il nous dit non, au contraire, on peut être à la fois ici et à la fois là. Je trouve cette citation très intéressante parce qu'on a vraiment ici une personnification, voire une anthropomorphisation de la banlieue, du quartier, la cité, qui devient une personne qu'on quitte ou qu'on aime, qu'on retrouve d'ailleurs chez Booba, qui nous dit c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier, qu'on retrouve dans tout un tas de titres. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a beau s'éloigner, on a beau devenir différent, quand on est en mobilité sociale ou qu'on connaît toutes sortes de trajectoires qui nous amènent à nous éloigner du quartier. On a beau devenir différent, le quartier reste là avec nous, il ne nous quitte pas. Et finalement, c'est une sorte de sociologie à la Bourdieu, à la Bernard Lahire, des dispositions sociales qu'on nous propose, avec cette idée que voilà, le quartier est tellement incorporé, on fait tellement corps avec le quartier, qu'il est là, qu'on le transpire par toutes les pores de notre peau, que dans notre façon de parler, dans notre façon de se comporter, de se vêtir, d'agir, de penser, le quartier est toujours présent, on fait corps avec lui. Par-delà cette idée qu'on fait corps avec le quartier, il y a aussi une dimension plus morale, ce poids du quartier tel qu'on peut le retrouver dans de nombreuses paroles de rap. Alors là, je pense au For My People de NTM qui nous renvoie comme ça à cette idée de quartier. On a Je m'accroche à mes proches de Joe Star. Quand on n'a rien, représenter les siens, c'est déjà quelque chose de Cool Chain. Voilà, avec cette idée que, une sorte pratiquement de patriotisme de cité, où l'attachement au quartier est tellement fort que le trahir serait la faute suprême. Et donc là, on a vraiment cet impératif moral qui est formulé de manière extrêmement explicite et qui accompagne cette idée d'une stigmatisation de la figure du traître, du transfuge de classe, celui qui trahit son quartier, qui trahit les siens, qui trahit ses proches. Donc ça, c'est très fort pour comprendre aussi comment se joue la mobilité. En fait, c'est vraiment le conflit qui est au cœur de l'expérience de la mobilité. Parce que quand on est en mobilité sociale, comme ça, qu'on quitte un monde pour arriver dans un autre, on est obligé de prendre de la distance avec les siens, avec ceux avec lesquels on a grandi, avec sa famille. On s'éloigne d'eux, on se débarrasse de certaines façons de penser, d'agir qui étaient prédominantes dans ce milieu-là. Et puis petit à petit, on s'acculture à des modes de pensée qui sont plus adaptés au monde dans lequel on essaye de s'insérer. Et là, il y a une tension forte, un déchirement qui est vraiment au cœur de cette expérience. C'est la matrice de tout ce qui se joue dans la mobilité sociale, cette tension. Il y a une sorte d'arbitrage qui s'opère, parce que tant qu'on n'a pas vraiment confirmé sa réussite dans le nouveau milieu, on est dans une position un peu fragile, on peut tout perdre. On perd la solidarité des siens, parce qu'on s'éloigne d'eux, on commence à les prendre un peu de haut, ou on ne veut plus faire ce qu'on faisait avant en leur compagnie. On prend un risque. C'est ça que nous dit Rof, que nous dit Booba d'une certaine manière. En fait, ce que ça nous dit, c'est voilà, la principale richesse quand on est dans le quartier, c'est la solidarité, c'est
savoir qu'on peut compter sur les siens, que nos proches peuvent compter sur nous, et voilà, quand on n'a plus que la misère, on a toujours cet amour, cette force, ce lien, cette solidarité, cette amitié qui nous lie. Et donc abandonner ça, c'est abandonner le dernier filet de sécurité qui reste. Donc je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc effectivement, s'engager dans un projet de mobilité, c'est prendre le risque de perdre ce filet de sécurité pour espérer tenir quelque chose de mieux, mais perdre aussi voilà, la chaleur de ces liens, de ce sentiment d'appartenir à un groupe, pour devenir un espèce d'atome, un individu perdu qui essaye de partir tout seul à la recherche des richesses et autres gratifications sociales et prestige ou je ne sais quoi. Bah là, c'est le seum, la rage qui effraie les bourgeois. Ça, c'est une illustration de ces frontières sociales. On en revient à la première citation. Pourquoi ce serait pas nous, gros, pourquoi ce serait pas nous? Il y a cette rage, cette colère face à la réalité des injustices sociales qui alimente une colère, mais laquelle colère effraie les bourgeois, effraie les gens des beaux quartiers qui, malgré tout, sont pas si cons que ça et savent bien que les niveaux d'inégalité aujourd'hui en France sont tels que un jour, ils pourront peut-être se prendre une révolution dans la gueule. Ce qui a été en partie le cas avec les Gilets jaunes cette année. Donc voilà, la PNL là met des mots sur ce sentiment-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça illustre la question du champ des possibles. Comment se construisent les ambitions, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie. Et donc finalement, l'alternative est tellement brutale entre d'un côté le musée Grévin et de l'autre dealer des petits bouts de shit de rien du tout. Finalement, le plus probable, comme destin social, c'est de dealer des bouts de 10 grammes ou de 20 grammes et donc d'être à terme condamné à faire de la prison pour voilà, un espoir d'enrichissement à ces mecs. Beaucoup d'emmerdes en perspective, peu d'enrichissement à l'horizon. C'est intéressant parce que ça pose cette question de quand on grandit en cité, quel est l'horizon des possibles. Et c'est un thème ultra récurrent dans tout le rap français, des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc comment faire pour réussir? Alors, vous parliez tout à l'heure de la réussite par la voie artistique, par le hip-hop. Donc ça c'est voilà, Booba, premier en chant, premier au foot. Donc on réussit par le foot, on réussit par le sport, on réussit par le hip-hop, on réussit par la voie la voie du trafic, de l'illégalité, du bise, etc. Donc ça c'est la figure qu'on retrouve chez tous les rappeurs depuis le début des années 90 à aujourd'hui, avec le J'ai Montana, Noriega dans le cerveau de Passy, donc cette mythification des figures des grands bandits. Et puis l'alternative c'est quoi autrement? C'est l'usine, c'est le travail manuel, c'est les travaux pénibles. Et alors là, je reviens encore à Ayam, qui est quand même un des meilleurs sociologues du rap français, avec son Demain c'est loin, qui est magistral, où il nous dit tu baves du béton, tu craches du béton, tu chies du béton, tu te bats pour du laiton, mais qu'est-ce que ça rapporte? Il explique que le jour où la BAC viendra te chercher, oublie pas les bifetons. Donc il y a cette alternative entre le travail populaire, le travail manuel, le chantier, le bâtiment, et les bifetons du bise. La question c'est où est l'école, qui est quand même traditionnellement la voie royale de l'ascension. Elle occupe souvent une place en fait en creux pour nous rappeler à quel point c'est pas un horizon des possibles, en quoi en fait l'école nous est interdite.